Bonjour à tous, merci d'être là pour ce nouveau colloquium. La chance et le plaisir d'accueillir Marco Saita. Beaucoup d'entre vous le connaissent, mais je vais faire une petite présentation quand même rapide, puisque si vous le connaissez, vous ne savez peut-être pas en fait d'où il vient et ce qu'il a fait. Donc, avant d'être ici, avant d'être embauché en 2000 en tant que maître de conférence ici à l'UPMC, il a effectué sa thèse à Trieste, au cœur européen du développement des calculs ab initio, donc travaillé sur la théorie de la matière condensée, principalement à la CISA sur des systèmes de semi-conducteurs. Et par la suite, il est parti en postdoc aux États-Unis, à l'université de Pennsylvanie, à Philadelphia, où il a un peu changé de sujet. Il a travaillé principalement sur les répartitions de contraintes dans un système à une dimension lorsque l'on fait des nœuds. Un travail qui lui a valu une première reconnaissance internationale. Et donc par la suite, il a postulé à un poste de maître de conférence ici à l'UPMC. Donc c'était à l'époque au laboratoire de physique des milieux condensés. Et quand j'en ai parlé avec les gens qui étaient sur place à l'époque, ils se rappellent surtout de Marco comme quelqu'un évidemment de grande qualité scientifique, mais aussi avec beaucoup de pugnacité. Donc, ceux qui le connaissent savent de quoi je parle. En fait, entre autres, il est arrivé 3 mois avant l'oral de maître de conf sans parler un mot de français, et 3 mois après, il parle le français que vous connaissez bien, qui est impeccable. Donc, ça montre un peu quand il a envie de quelque chose, il se donne tous les moyens pour y arriver. Donc, suite à cette embauche, il a travaillé dans l'équipe qui s'occupe surtout des propriétés sous conditions extrêmes des solides moléculaires. Donc il a travaillé principalement en collaboration avec des expérimentateurs sur la modélisation de systèmes comme les glaces d'eau, l'eau liquide, l'ammoniac. Donc là encore de nombreux travaux qui lui ont entre autres permis d'obtenir un poste de professeur à l'UPMC il y a 4 ou 5 ans. Et suite à ça, en fait, il a commencé, donc tout en continuant à travailler sur ces systèmes, il a commencé un peu à changer de domaine, à travailler un peu aux interfaces. Donc, il est professeur à l'IMPMC, Institut de, alors, je me rappelle jamais, minéralogie, physique des matériaux et cosmochimie. Donc, il a utilisé, je dirais, cette opportunité dans ce laboratoire de pouvoir rencontrer des gens de différents domaines, des biologistes, des minéralogistes, des géophysiciens, et il a commencé un petit peu à travailler sur des systèmes interrogéophysiques, par exemple. Et puis, donc, récemment, ce travail qu'il va nous présenter, qui est un peu à l'interface entre la physique et la biologie, qui a reçu un écho national et international très important, et donc on est ravis de l'accueillir aujourd'hui pour qu'il nous présente donc ce travail qui est un sujet, je dirais, assez brûlant pour nous tous, puisqu'il s'agit de l'origine de la vie. Et donc, voilà, je vais te laisser la parole, Marco, en te remerciant encore au nom du colloquium d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, Frédéric, de la présentation, évidemment, très, très, très sympathique. Et, en fait, merci à toute l'équipe colloquium de m'avoir invité. C'est un peu particulier parce qu'effectivement, d'habitude, les colloquiums, les speakers, c'est d'autres. Quelqu'un a décidé que ça aurait pu être une opportunité intéressante de présenter pour une fois, de me voir pour une fois sur une casquette de scientifique et pas sur celle de la direction adjointe de l'UFR que vous connaissez peut-être plus facilement. Donc voilà, je suis content d'être là. Et donc, alors, le titre est un peu modeste, bien sûr. C'est de la physique fondamentale aux origines de la vie, mais c'est surtout essayer de voir quel peut être le point de vue du physicien dans des domaines qui ne sont pas forcément les nôtres d'habitude. Donc en fait, cette présentation va s'articuler autour des 3 chapitres fondamentaux. Donc tout d'abord un peu d'historique sur les origines de la vie et surtout sur l'approche scientifique à l'étude des origines de la vie. Donc de Aristote jusqu'à Miller et après.
Et puis, un deuxième chapitre, c'est plutôt sur l'apport que peut donner les physiciens pour passer, en fait, nous on sait bien comment passer des systèmes très complexes, voire passer des dinosaures aux fonctions d'ondes électroniques. C'est ce que les physiciens nous ont bien faire, c'est de décomposer un problème complexe en un problème plus simple, et puis refaire le schéma inverse. Et la dernière partie sera sur l'apport personnel avec mes collaborateurs sur l'étude de ce qu'on appelle la chimie prébiotique, et donc en relation avec la fameuse expérience de Miller. Alors évidemment, c'est difficile de résumer l'histoire scientifique des origines de la vie, parce que c'est un domaine très vaste, qui a des implications religieuses et philosophiques qui datent depuis l'origine de l'homme, en fait. Disons que dès l'époque d'Aristote, l'hypothèse fondamentale, c'était l'hypothèse de abiogénèse. Abiogénèse, ça veut dire que génération spontanée de la vie à partir de la matière inorganique. Et donc, à l'époque d'Aristote, on croyait que les mouches s'originaient spontanément à partir de la viande pourrie, que le crocodile sortait spontanément des troncs d'arbres qui flottaient dans les rivières. Et comme c'était Aristote, donc cette vision a perduré pendant deux millénaires. Et donc, ce n'est que dans les années, dans le XVIIe siècle, qu'un compatriote, Francesco Redi, a pour la première fois utilisé une approche plutôt scientifique, c'est-à-dire il a fait une expérience simple. Il a laissé deux morceaux de viande, l'un exposé à l'air, l'autre protégé. Dans un cas, il avait la génération, disons, spontanée de larves et de mouches. Dans l'autre cas, non. Donc, pour lui, c'était un point en faveur de la biogénèse, c'est-à-dire la matière vivante ne pouvait s'originer qu'à partir d'autres matières vivantes. Il n'y avait pas de génération spontanée, comme c'était l'opinion depuis des millénaires. Ensuite, en fait, à l'époque, la vision était uniquement focalisée sur la matière sur les organismes macroscopiques, mais l'invention du microscope, et en particulier son utilisation par l'Hollandais Van Leeuwenhoek, a montré qu'il y avait toute une vie microscopique dont on ne soupçonnait pas l'existence, et donc c'était un point, comme ces organismes microscopiques apparaissent comme sortant de nulle part. L'idée, c'était que, effectivement, si la matière vivante pouvait s'originer à partir de la matière non vivante. Et comme à notre époque, même à cette époque-là, les débats scientifiques pouvaient être très très vifs, comme celui entre l'anglais John Needham et l'italien Lorenzo Spallanzani. Et dans un cas encore, Needham croyait avoir trouvé la preuve en faveur de l'origine spontanée de la vie, mais Spallanzani a répété les mêmes expériences dans un environnement plus stérile et a prouvé, donc il a fait encore une fois un point contre l'hypothèse de Needham. Et on arrive au XIXe siècle en France. En France, le débat a été tellement vif que surtout une polémique entre Pouchet et Louis Pasteur. Et donc, en fait, la polémique était tellement vive que l'Académie de France a mis un prix alors, j'avais trouvé de 2500 francs, mais là, le seul billet que je trouvais, c'est un billet de 1000 francs, ici. Et en fait, c'est Louis Pasteur qui a remporté le prix, parce qu'il a pu mettre des liquides organiques ici, dans un ballon, mais avec un col en cygne très long, qui permet donc le passage de l'air, mais qui arrêtait toutes les microbes qui voulaient atteindre la solution organique. Et donc, c'était le point final. Il y avait le liquide organique, bien qu'exposé à l'air, mais avec cette astuce, il n'y avait pas de production des microbes et des vies microscopiques, et donc c'était le point final contre la génération spontanée. Donc il n'y avait pas de mécanismes génésiques, on disait, dus à l'air qui créait spontanément la vie dans les organismes. Alors là, à cette époque-là, donc on est il y a 150 ans, la vision de la biologie, de
des animaux, c'était une vision statique, c'est-à-dire on croyait que les organismes étaient les mêmes depuis la nuit du temps. Et évidemment, ce n'était pas le cas. Et donc, c'est à cette époque-là que Darwin est arrivé avec sa théorie de l'évolution. Et évidemment, la théorie de l'évolution a changé complètement des paradigmes parce que le fait d'observer certains organismes aujourd'hui ne disait en rien ce qu'ils étaient ces mêmes organismes ou des organismes plus primordiaux à une époque précédente. Donc, c'est en fait dans une lettre qu'il a adressée à Hoover en 1871 qu'il a affirmé, il a proposé pour la première fois non seulement son concept d'évolution, mais aussi l'idée qu'il pouvait exister à une époque des lacs d'eau chaude avec toute une série de sels, d'ammoniac, de décharges électriques. Et en fait, tout ce qu'on appelle aujourd'hui donc ça c'est le Warm Little Pond, et donc ce qu'on appelle aujourd'hui la soupe primordiale, que vous pouvez voir ici. Et donc en fait, évidemment, tout ça a radicalement changé les paysages, mais malgré tout, il a fallu encore une cinquantaine d'années pour que l'hypothèse d'évolution biologique portée par Darwin devienne une hypothèse d'évolution chimique qui a été développée dans les années 20 par un scientifique russe, mais il faudrait dire plutôt soviétique, parce que l'idée c'était de démontrer d'affirmer le matérialisme. Donc Oparin en russe et Haldane en anglais, ils ont tous les deux indépendamment formulé l'hypothèse d'évolution chimique, c'est-à-dire l'hypothèse que sous certaines conditions dans l'atmosphère primordiale, des molécules simples comme ici l'eau, l'ammoniac, le méthane, acide cyanhydrique et monoxyde de carbone pouvaient se combiner sous certaines conditions chimiques pour former des molécules biologiques bien plus complexes comme les protéines ou les acides nucléiques indiqués ici. Donc cette hypothèse, surtout Oparin, n'a jamais pu la prouver expérimentalement. C'était une époque compliquée sous Staline. Et donc, en fait, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale que Bernal a repris la théorie d'Oparin, l'a défendue publiquement avec sa pugnacité. C'était quelqu'un de très pugnace, Bernal. Et en fait, ces papiers de Bernal ont motivé Harold Urey, qui était déjà à l'époque prix Nobel de chimie, mais pour toute autre chose focalisée sur la chimie, sur le nucléaire d'ailleurs. Et c'est lui qui a mis la base dans un article paru dans PNAS pour formaliser l'hypothèse de l'histoire chimique de l'origine de la vie. Et justement, c'était son étudiant en thèse, Stanley Miller, qui lui a proposé de répéter en laboratoire différents laboratoires en expérience qui étaient censés simuler les conditions de la Terre primordiale, c'est-à-dire une atmosphère très riche en eau. Ça, c'est l'hypothèse des années 50. C'est une atmosphère riche en eau, ammoniac, méthane et H2, donc une atmosphère qu'on considérait aujourd'hui comme très réductrice, et une activité volcanique très intense qui donnait lieu à des éclairs. Et donc, la combinaison des deux a été reformulée dans cette expérience que je vous montre ici. Donc, vous voyez, il y a de l'eau qui est en ébullition ici. La vapeur d'eau passe ici dans cet autre ballon. Dans ce ballon, il y a des gaz, comme indiqué ici, des gaz simples, et l'ensemble est soumis à une décharge électrique. Ici, il y a un condenseur qui fait refroidir la phase gazeuse pour la remettre à l'état liquide, et cet état liquide est recirculé ensuite pour plusieurs jours, mais au passage on peut l'analyser en trouvant que dedans, au bout d'une semaine, Miller a trouvé beaucoup de composés organiques importants, en pratique tous les acides aminés et d'autres composés d'intérêt biologique. Donc ça a été un coup de tonnerre extraordinaire, parce que c'est quelque part l'expérience individuelle qui a vraiment donné lieu à un chemin un domaine de recherche tout nouveau, scientifique, avec
la rigueur qu'on connaît à la recherche comme on l'a fait aujourd'hui, donc le domaine des origines de la vie. Et cette expérience a été répétée pendant les décennies avec des atmosphères de plus en plus réalistes, donc en particulier plus oxydants, donc des atmosphères contenant du monoxyde ou dioxyde de carbone et de l'acide sulfhydrique. Et le fait que quelques années plus tard, en espagnol, Juan Joro a réussi à synthétiser les acides nucléiques, cette fois-ci sans champ électrique, en partant des solutions d'acide cyanhydrique, a été ça a complété le chemin et donc a lancé ce qu'on appelle désormais la chimie prébiotique, c'est-à-dire la synthèse spontanée ou induite évidemment par des conditions externes de monomères biologiques à partir des molécules simples. En fait, une fois que ça s'est fait, même si on arrive à atteindre des monomères biologiques, on est quand même très loin de la vie comme on la connaît, parce que déjà, si la première étape est passer des molécules de Miller simples aux monomères biologiques, ensuite, il faut que ces monomères s'agrègent pour former, par exemple, des protéines et des acides nucléiques. Et à un moment donné, le processus doit devenir autoréplicant, donc mettre en jeu le concept d'héréditarité et donc il y a d'ailleurs deux hypothèses majeures qui se combattent actuellement, le monde des protéines contre le monde de l'ARN, pour savoir lequel est arrivé en premier. Et évidemment, si on remonte l'échelle de la complexité, on arrive aux organelles, aux cellules, aux tissus et à la vie macroscopique. Donc, rien que les deux premières étapes qui sont plutôt à l'échelle microscopique, donc l'échelle que l'on connaît, c'est pas encore gagné, parce que même si il faut, pour que les réactions chimiques, moi je suis pas chimiste, mais même pour que les réactions chimiques se produisent, si ça n'arrive pas spontanément tous les jours sous nos yeux, si les dinosaures ne sortent pas spontanément d'une soupe primordiale quelconque, il faut donner de l'énergie chimique. Alors, quelles sont les sources potentielles d'énergie chimique, notamment dans la Terre primordiale? Il y a la synthèse atmosphérique qui est tout à fait celle simulée par Miller dans son expérience, donc des charges électriques avec des gaz simples, à la limite des phénomènes dus à la lumière ultraviolette. Mais il y a aussi les réactions, la chimie en phase aqueuse, donc où la température joue un rôle, les réagents, le pH, la concentration, etc. Il y a une chimie de profondeur, donc la chimie hydrothermale, où c'est les sources hydrothermales sous-marines, où les températures sont plus élevées, donc il y a plus d'énergie, mais encore il y a évidemment plus d'entropie aussi, donc ça complique le paysage. Il y a la synthèse extraterrestre, donc que certaines molécules peuvent être s'originer dans l'espace, dû par exemple et puis être apportées sur Terre par comètes et météorites. Et puis il y a la chimie minérale, la chimie interfaciale, où les surfaces des minéraux peuvent jouer un rôle stérique, catalytique et d'autres types dans la synthèse de ces objets plus complexes de molécules de départ. Alors, et déjà, rien que passer des monomères biologiques aux polymères biologiques, par exemple dans le cas des acides aminés, ça veut dire que pour que deux acides aminés se mettent ensemble pour faire une liaison peptidique, il faut qu'un groupe OH et un H ici partent ailleurs, donc forment une molécule d'eau. Mais tout ça, c'est évidemment très défavorisé en solution, pour des raisons thermodynamiques, anthropiques banales. Donc c'est difficile d'expliquer la grande quantité de matière biologique qui existe sur Terre par ce type de réaction spontanée. Alors c'est pour cela que Fox et Arada, quelques années après Miller, ont répété l'expérience, mais dans des conditions ultra sèches, avec de la silica et des mica, pour reproduire les conditions de Miller, mais vraiment à l'intérieur des volcans, donc pour limiter au maximum la présence d'eau. Et c'est dans les années 60 que toujours Bernal a formulé l'hypothèse polymerization on the rocks, qui veut dire que la vaste majorité de ce type de réactions se sont produites à la surface des minéraux. Donc, tout ça pour conclure que
effectivement, on a comme hypothèse sur les origines de la vie, il y en a plusieurs qui sont toujours sur la table. L'origine extraterrestre, l'origine météoritique, l'origine sous-marine, l'origine ultraviolette, l'origine minérale ou all of the above, c'est-à-dire la combinaison de tous ces éléments avec un poids respectif qui est toujours très très difficile à cerner. Donc la question suivante, pour moi c'est évident, c'est pourquoi nous sommes là. Alors c'est une question qui peut avoir des implications d'autres types, pourquoi nous sommes là, mais la question est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Vous voyez une image très réaliste de notre campus. Il n'y a pas une vision d'artiste, c'est vraiment exactement comme il est aujourd'hui. Donc pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pourquoi nous sommes là entre physiciens à parler des origines de la vie dans ce magnifique bâtiment Esclangon. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aime bien découper un dinosaure en ses électrons et comprendre pourquoi ces électrons ont motivé des réactions chimiques qui ont ensuite monté les dinosaures. Donc, quelque part, l'expérience de Miller, c'est une expérience qui touche à la philosophie, après biologie, sciences de la Terre et la chimie. Le rôle de la physique, c'est où? Le rôle de la physique, c'est dans cette échelle-là. On a d'un côté macroscopique les tissus, mais si on redescend, on arrive aux molécules, et là encore on a des molécules très complexes, et d'un coup on descend aux atomes. Donc, disons que la question que je me suis posée avec mon collaborateur, c'était de savoir si on peut reproduire les étapes fondamentales de l'expérience de Miller en se basant sur les lois fondamentales de la physique. Alors, se baser sur les lois fondamentales de la physique, ça veut dire, en gros, quand même, essayer d'expliquer pourquoi certaines liaisons chimiques, comme celle indiquée ici, peuvent se former sous certaines conditions. Donc, regardez du point de vue du physicien l'expérience de Miller, pour nous, ça a été surtout se poser la question de quelles sont les raisons des réactions prébiotiques de Miller. Il y a des effets sans doute d'énergie et température, mais ça suffit pas parce que si on chauffe l'eau, le méthane et l'ammoniac, on n'obtient pas des acides aminés. Il peut y avoir sans doute des effets d'ionisation qu'on a plus ou moins contrôlés dans la limite du possible dans nos calculs. Et puis, le troisième aspect qu'on a voulu vérifier, c'est l'aspect des champs électriques, savoir si la décharge électrique, donc le champ électrique qui est au cœur de l'expérience de Miller, peut expliquer au moins en partie les réactions que l'on a observées. Donc, mais formuler ça en théorie, c'est simple, mais le mettre sous une forme, je dirais, opérationnelle, c'est moins simple. Donc, tout d'abord, il faut résoudre l'équation many-body à multicorps, l'équation de Schrödinger pour les électrons. Ensuite, il faut introduire des effets de température finie et d'exploration de l'espace des phases et de l'espace des réactions. Et ensuite, il faut appliquer un champ électrique, chose qui, comme je montrais tout à l'heure en 2 minutes, c'est pas évident. Alors, déjà, il faut la première question, c'est comment on peut traiter les systèmes, la liaison chimique. Alors, on peut partir des bases de la physique quantique, donc de notre atome d'hydrogène qu'on sait résoudre analytiquement. Ensuite, si on veut traiter l'ion moléculaire Hg+, c'est encore faisable d'un point de vue analytique, mais en tout cas, on peut le faire avec une théorie de perturbation d'une façon assez simple. D'ailleurs, il y a des étudiants de L3 qui l'ont vu il y a quelques semaines, donc c'est très, très faisable. Mais la suite, ça devient plus compliqué parce que si la théorie des perturbations ne permet pas d'aller beaucoup plus loin sans à un moment donné utiliser le numérique ou des données expérimentales. L'autre possibilité, c'est d'utiliser la force brute de tout numérique. On connaît l'équation de Schrödinger, on essaie de la résoudre. Et donc, par exemple, là, c'est Philippe Despont qui a mis ça en route depuis des années qu'on fait toujours en physique numérique. Ce qu'on sait faire, c'est de prendre un puits de potentiel quelconque et calculer numériquement d'une façon exacte les fonctions d'onde, les distributions de probabilité. On peut élargir ça à une chaîne linéaire d'atomes qu'on peut modéliser d'une façon ou d'une autre. On peut trouver des états électroniques. Le problème, c'est que la force brute, ça marche pour un électron à une dimension. Mais si on a un électron déjà à 3 dimensions, les matrices à diagonaliser deviennent déjà
1 million fois million. Et si on veut faire rien que l'atome d'hélium, ça explose, c'est impossible. C'est impossible avec rien que l'atome d'hélium, ça devient intraitable. Et donc c'est pour cela que la force brute ne suffit pas, donc il faut un peu de théorie, de mélange. Et donc c'est en fait depuis la formulation de la théorie quantique de Schrödinger, on a évidemment le problème des many electron problem a été reformulé, revisité par beaucoup de personnes, par exemple Slater, Hartree, la théorie de Slater, Hartree, Hartree, Fock, et qui s'est développé à un moment donné vers ce qu'on appelle aujourd'hui la chimie quantique, donc toute une série de méthodes basées sur la fonction d'onde globale du système, donc Miller-Plesser, configuration iteration, Cabot-Classer, etc. Mais donc ça c'est les méthodes qu'on appelle ab initio, mais si on va sur Web of Science et on cherche prébiotique ou des synonymes de prébiotique, on trouve une tonne d'articles, plus de 50 000, mais si on cherche ab initio and prébiotique, on en trouve une centaine, dont 35 qui datent de cette année ou de l'an dernier. Pourquoi? Parce que les méthodes de chimie quantique coûtent très très cher. Donc par exemple un article que j'ai trouvé, c'est très intéressant. On veut simuler la formation de la glycine à la surface de glace dans les grains interstellaires. Mais pour simuler la glace, déjà, il faut prendre la glace cristalline. Il faut faire un modèle en cluster tout réduit. Et puis il faut décider à l'avance quel est le chemin exact de la réaction chimique. Et puis calculer avec beaucoup de douleur, quelque part, les énergies associées. Donc c'est très complexe, très lourd, pour pas grand-chose au final, parce que tout est décidé à l'avance, tout est à température nulle, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas d'entropie, et les chemins de réaction sont prédécidés à l'avance. Donc, quelque part, les méthodes de chimie quantique, évidemment, sont très importantes pour la précision, mais ça permet pas, il y a beaucoup de choses qui sont au-delà de la puissance actuelle. Et donc c'est là qu'il faut l'intervention des physiciens. C'est pas pour dire mal des chimistes, il y en a quelques-uns dans la salle, mais l'ensemble des physiciens et chimistes est intéressant parce que, par exemple, c'est Walter Kohn qui a, dans les années 60, a formulé la théorie de la fonctionnelle de la densité. Et en fait, il se trouve que c'était hier son anniversaire. Il a 92 ans. Et bon, il se porte, que je sache, toujours bien, j'espère. Et c'est lui donc qui a formulé la théorie de la fonctionnelle de la densité qui permet de remettre les problèmes électroniques sous une forme en termes de densité et non pas de fonction d'onde. Donc on perd en précision mais on gagne énormément sur la taille des systèmes qu'on peut traiter. Et ça a changé radicalement la donne au point que Walter Kohn a gagné le prix Nobel en chimie, d'ailleurs, en 1998 pour sa théorie d'FT. Mais là, on est encore à température nulle. Pour rajouter des effets de température finie, il a fallu attendre les années 80 et deux Italiens dans mon alma mater à Trieste qui ont développé ce qu'on appelle aujourd'hui la dynamique moléculaire ab initio. Après, ça a évolué, mais c'était eux aussi sont toujours considérés comme nobelisables en chimie. Et par exemple, un article sorti il y a 4 ou 5 ans, Nature Chemistry, grâce aux effets des températures finies, ils ont pu simuler l'impact des météorites, donc le choc des pressions et des températures dû à un impact des météorites sur une soupe primordiale, qui donc fait une vague de chaleur et de compression, suivie par une partie de refroidissement et expansion. Et ce processus simulé à l'ordinateur montre que, à partir des molécules simples, on retrouve la glycine et d'autres intermédiaires dont je vous parlerai par la suite. La même méthode dynamique moléculaire ab initio, là on est en 2011, c'est le groupe de Marx en Allemagne, c'est un groupe très fort. Ils ont pu simuler à la surface d'un minéral de fer soufre la formation spontanée de la liaison peptidique, qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, un élément clé. Donc pour dire ça, c'est des méthodes qui deviennent des routines pour la chimie prébiotique, mais c'est dans les toutes dernières années. Et pour un autre problème, on reste toujours à
à la question du champ électrique. Imposer le champ électrique externe, c'est facile en théorie, c'est moins simple dans la vie réelle, parce que la théorie de la fonctionnelle de la densité, c'est très bien, mais elle est conçue et développée sur les concepts, sur les zones de plane, donc les fonctions des blocs, donc des concepts, des méthodes, des outils des physiques du solide, donc des systèmes périodiques. Donc, quelque part, c'est inextricable la théorie de la fonctionnelle de la densité électronique de ce qu'on appelle les conditions périodiques de Bohr, qui sont évidemment d'utilisation évidente pour un solide. Le problème, c'est les conditions périodiques de Bohr. Donc, la périodicité intrinsèque du système est quelque part obligatoire aussi pour les systèmes comme celui-ci qui sont sont périodiques mais d'une façon plus large, mais aussi lorsqu'on doit simuler l'eau liquide, comme schématisé ici, on est toujours obligé de passer par des conditions périodiques de Bohr, parce que les fonctions d'onde sont développées, on utilise beaucoup l'espace réciproque, la théorie est développée elle-même en espace réciproque, et donc ces conditions périodiques de Bohr sont très utiles pour simuler des systèmes macroscopiques, mais ça pose un problème pour les champs électriques, parce que le champ électrique, c'est un potentiel linéaire qui n'est pas périodique, si on applique un potentiel linéaire à un système quantique, l'énergie n'est jamais définie parce qu'il n'y a pas de minimum. Et donc, ce qu'on fait lorsqu'on veut appliquer un champ électrique sur un système périodique, d'habitude, on peut mettre un potentiel dans des scies. Ça marche très bien, ça marchait d'ailleurs au laboratoire, lorsqu'on a voulu simuler, par exemple, le graphène, comme ici, ici dans cette slide, sous un champ électrique, parce que le saut, il est mis dans le vide de la boîte, mais lorsqu'on veut simuler un système bulk, un système massif, ça marche plus, évidemment, il y a des systèmes n'est pas physiques, et en fait, le problème n'est pas simple parce que c'est un problème quantique de définition de l'opérateur position dans un système périodique. C'est un problème très complexe qui a été résolu en utilisant la théorie de Berry par Raffaele Resta, toujours à Trieste, et Vanderbilt à Rutgers, il y a une vingtaine d'années. Et donc, en gros, je vous passe un peu, mais on arrive à trouver une formulation via la phase de Berry de l'opérateur position. Et donc, on arrive à pouvoir effectuer de la dynamique moléculaire ab initio avec un champ électrique fini. Donc, on a toutes les pièces pour pouvoir, ça date vous voyez pas la date, ça date de 2002, mais il a fallu quand même une dizaine d'années pour mettre ça sur l'expérience de Miller, qui est justement la suite. Donc là, on a les ingrédients théoriques nécessaires, au moins de notre point de vue, pour simuler, pour essayer de reproduire l'expérience de Miller. Je vous rappelle donc le principe. On veut partir des molécules simples, donc O, ammoniac, méthane et H2, c'était l'hypothèse initiale de Miller. On veut les mettre sous un champ électrique quelque part, et on espère de retrouver à la fin au moins la glycine, qui est l'acide aminé le plus simple qu'il y a. Et pour l'histoire quand même, avant de se lancer dans le vide, on a regardé un peu les interprétations historiques de l'expérience de Miller. Donc, comme tout scientifique de très haut niveau, on a regardé Wikipédia. Et sur Wikipédia, on a trouvé que en fait, il y a les produits intermédiaires sont les aldéhydes et l'acide cyanhydrique, mais sur l'échelle de plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et que les mécanismes que, selon les chimistes, les mécanismes traditionnellement utilisés pour expliquer ces réactions, c'est ce qu'on appelle la réaction de Strecker, que je vous montre ici. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai découvert en route. Donc, justement, on regarde, en cherchant alors sur Wikipédia, Strecker Reaction, j'ai trouvé que, effectivement, ça passe par des étapes intermédiaires, formaldéhyde, indiqué ici, et acide cyanhydrique indiqué ici, plus ammoniac et eau qu'on considère comme molécule initiale. Ces quatre composés forment ces composés un peu plus complexes, mais ensuite, celui-ci, avec l'eau, forme à nouveau l'ammoniac qu'on avait au départ et la glycine. Donc, ce qu'on a retenu, c'est que si l'étape finale doit être la glycine, il faut passer par une étape intermédiaire qui contient formaldéhyde et acide cyanhydrique. Et alors,
quand même, on peut faire beaucoup de choses en simulation ab initio, mais il faut, on travaille typiquement dans un ensemble canonique, et donc on ne peut pas rajouter ou enlever des particules facilement au cours de la simulation. Donc on a essayé de construire des boîtes de simulation qui soient compatibles avec l'étape initiale, Miller, l'étape intermédiaire, Strecker, et l'étape finale, la glycine. Et donc, en fait, si on regarde ici la stoichiométrie, on trouve que la proportion entre carbone, oxygène, azote et hydrogène est 1 à 4. Et donc, le problème, c'était de construire une boîte initiale compatible avec cette proportion. Donc, pour ce faire, en fait, on s'inspirait pas du premier article de Miller, mais du dernier. C'est le dernier PNAS qu'il a publié en 2002. Il est décédé quelques années après. Et donc, en fait, il insistait beaucoup sur la présence de monoxyde de carbone, d'ailleurs, pour expliquer, pour justifier le fait que l'atmosphère de la Terre, selon les hypothèses des années 2002, était bien plus oxydante que celle prévue et hypothisée dans les années 50. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a pris des molécules, encore une fois, donc eau, ammoniac, méthane, azote moléculaire, c'est une molécule de Miller, et monoxyde de carbone en ces proportions-là. On parle toujours donc quand même de quelques dizaines de molécules et pas plus, avec donc la bonne proportion 1 4 que vous voyez ici. On a pris une boîte intermédiaire avec 9 de chaque, donc qui donne la bonne proportion. La boîte finale avec de l'ammoniac et de la glycine qui donne elle aussi la bonne proportion. Et donc on a pris ces trois boîtes, la boîte initiale, la boîte intermédiaire et la boîte finale, on les a fait évoluer en parallèle, indépendamment les unes des autres. Et à un moment donné, d'abord sans champ électrique, à un moment donné, on met dedans les champs électriques, et on espère que la boîte rouge devient la boîte jaune, ou donne quand même quelques éléments de la boîte jaune, et la boîte jaune donne la boîte verte, celle qui contient la glycine. Les détails pour les quelques spécialistes qu'il y a quand même dans la salle, c'est des détails assez standards. La partie intéressante, c'est l'intensité des champs électriques qu'on a utilisés. C'est de l'ordre de quelques fractions de volts par angstrom, qui peut paraître énorme, mais c'est pas tellement énorme à l'échelle microscopique finalement. Et donc, on a fait, la suite c'est assez banal, on a simulé les molécules initiales sans champ, les molécules finales sans champ et les molécules intermédiaires. Mais l'étape intermédiaire, on trouve déjà que l'énergie est plus élevée. Donc, même si ça peut être justifiable du point de vue géologique, sur des temps géologiques, sur l'échelle de la simulation, évidemment, c'était pas de chance, parce que arriver spontanément à générer quelque chose qui a une énergie plus élevée, ça n'arrive pas sur l'échelle de quelques picosecondes de trajectoire qu'on est capable de simuler. Donc déjà, c'était un signe un peu inquiétant, mais on a quand même continué, on a mis notre boîte Miller sous champ électrique intense. Et ce qu'on a découvert, au lieu de trouver la formaldéhyde et l'acide cyanhydrique, on a trouvé deux composés, toujours intéressants du point de vue organique, l'acide formique et le formamide, indiqué ici. Donc là, je vous montre un mini-film où les molécules qui ne participent pas à la réaction sont là, mais vous ne les voyez pas. Ce que je montre, c'est juste la partie de la réaction. Et donc là, on peut observer un monoxyde de carbone, une molécule d'ammoniac et un acide formique qui s'est déjà formé. Et au bout de quelques balais, là, le formamide se forme, d'autres protons sont échangés avec les molécules que vous ne voyez pas. Donc finalement, c'est l'association de monoxyde de carbone et ammoniac induite par les champs électriques qui produit le formamide. Ça c'est bien, mais on revient encore aux bases théoriques. Le fait d'observer une réaction spontanée, ça ne veut pas dire que c'est qualitatif, mais ça ne veut pas dire qu'on a ce qui s'est produit réellement dans la Terre, dans l'expérience de Miller d'ailleurs. Et donc, en fait, un quatrième outil qui est nécessaire, c'est de la thermodynamique avancée, ce qu'on appelle Metadynamics. Metadynamics, c'est une méthode que je vous illustrerai tout à l'heure, inventée encore une fois entre Trieste et la Suisse il y a une dizaine d'années. Et en fait, l'idée, c'est que pour reconstituer un paysage d'énergie libre qui n'est pas l'énergie potentielle, il faut utiliser des méthodes, surtout lorsqu'il y a des barrières de réaction compliquées ou inconnues. Il faut utiliser des méthodes d'exploration très
très efficace. Alors, en fait, le problème de reproduire un paysage d'énergie libre, ça se trouve souvent lorsqu'on a des barrières de réaction sur une coordonnée de réaction quelconque, que l'on ne connaît pas a priori, qui sont bien plus élevées que l'énergie thermique. Donc, disons qu'en général, ce qu'on fait en simulation, qu'il soit classique ou ab initio, si on imagine d'avoir un système qui a 3 états A, B, C quelconque, on effectue une simulation, on note la probabilité de présence de notre système sur l'état A, B, C ou aussi dans les étapes intermédiaires. Cette probabilité, on peut la traduire dans un paysage d'énergie libre en fonction de cette coordonnée de réaction que l'on a choisie, en utilisant tout simplement les règles simples de la thermodynamique. Le problème, c'est que si on est dans un espace particulier, on n'est pas sûr d'avoir tout exploré. Donc, en fait, pouvoir explorer la totalité de l'espace des phases, ou au moins la partie intéressante, c'est rien d'être banal. Et c'est là que justement cette méthode métadynamique joue un rôle, parce que la métadynamique se base en fait sur la dynamique moléculaire standard, classique ou ab initio, mais avec un potentiel de biais qui dépend de l'histoire du système. C'est-à-dire, si on identifie une coordonnée de réaction, par exemple ici ça peut être une distance entre deux atomes, ça peut être aussi un objet topologique plus complexe. Et à chaque fois qu'on visite cet état, donc cette coordonnée de réaction, on dépose une gaussienne d'énergie, peu à peu, on peut remonter les puits de potentiel dans lesquels on se trouve et tomber dans l'autre. Et à un moment donné, lorsqu'on aura fait cette exploration pour un temps suffisamment long, en fonction de la coordonnée de réaction que l'on a choisie, qui n'est pas forcément la bonne, mais c'est déjà en piste, on arrive à reconstituer les paysages d'énergie libre. Et cette digression, c'est pour vous dire qu'une fois qu'on a trouvé le formamide en partant de monoxyde de carbone et ammoniac, et le formamide peut aussi se décomposer en eau et acide cyanhydrique, qui est un composé prébiotique important, il fallait expliquer d'une façon quantitative pourquoi on le trouvait en fonction du champ électrique. Donc ce qu'on a fait, c'était un calcul encore indépendant. On a pris une boîte d'eau pour simuler la solution avec juste une molécule d'ammoniac et une molécule de CO. On a pris bêtement la distance Cn comme coordonnée de réaction unique. Et on sait que c'est loin d'être le cas, c'est bien plus complexe que ça. Mais ce qu'on trouve de très intéressant, c'est qu'en fonction du champ, ici, à champ nul, en rouge, on a une barrière de 60 kcal per mol et un minimum d'énergie qui est faible par rapport à la configuration initiale, alors qu'avec le champ qu'on utilise dans nos calculs, la barrière est 100 fois plus petite et le minimum est beaucoup plus profond. Donc l'effet du champ électrique, tel qu'on l'a vu au moins sur cette réaction, c'est de modifier radicalement les paysages d'énergie libre et donc modifier complètement les réactions chimiques qui se produisent. Une fois ceci établi, alors on a compris que formamide, acide formique, était plutôt plus intéressant que les autres molécules intermédiaires proposées dans le cas de la réaction de Strecker. Donc on a refait des simulations avec une boîte qui contenait désormais nos nouvelles molécules, donc acide formique, acide formamide, en plus des autres molécules millaires. Et là, c'était un bon choix parce que, encore une fois, je montre que les réactions intéressantes, mais on a trouvé que ces molécules participaient, à un moment donné, on a un CO ici, un bout d'acide de formamide de ce côté-là, un autre formamide là, et à un moment donné, il y a toute une série de réactions, et la formation spontanée, toujours induite par un champ électrique, d'une liaison carbone-carbone, et donc d'un protoacide aminé, qui n'est pas encore la glycine, parce que ça contient un groupement OH ici qui n'est pas propre à la glycine, donc ça s'appelle hydroxyglycine. Ensuite, on a laissé évoluer cette hydroxyglycine toujours sous champ électrique, et à un moment donné, ce groupement OH part, et ça nous laisse avec quelque chose qui est encore plus proche de la glycine, ici, mais avec encore une double liaison CN qui n'est pas propre à la glycine, ça s'appelle déhydroglycine. Et finalement, vous l'aurez compris, à un moment donné, en insistant, le système, deux molécules de déhydroglycine l'une à côté de l'autre, il y a un échange de protons, donc ce qui fait qu'une des deux, ici, devient une molécule de glycine, et donc quelque part le but cherché de tout notre travail. Donc à la fin, on trouve la glycine.
c'est bien, mais l'histoire c'est pas fini, parce que quand même le formamide reste un composé qui n'était pas connu comme un composé prébiotique important, au moins dans l'expérience de Miller, surtout parce que n'est pas observé, c'est pas un composé observé à la fin des expériences de Miller. Et notre explication, c'est que c'est dû à une durée de vie très courte. Dans nos simulations, c'est quelques picosecondes, c'est un peu le carrefour de toute la plaque tournante qui soit induit des réactions plus complexes, soit se décompose en des molécules plus simples. Et justement, en cherchant la littérature, on a trouvé que en fait, le formamide forme la glycine sous des charges électriques. Ça, c'est une étude qui date de plus d'un siècle. Alors moi, je parle pas allemand, donc là, mais je vois qu'ici, il y a formamide, de ce côté-là, il y a la glycine. Donc, s'il y a des germanophones ici, ils peuvent confirmer que effectivement, ça donne la glycine en partant du formamide, et ça date de plus d'un siècle. Il y a, j'ai compris en parlant avec des gens de la communauté des origines de la vie, que la question du formamide, de l'origine de la vie, c'est une question qui est d'ailleurs très controverse, qui fait débat apparemment depuis des décennies au sein même de la NASA. Donc nous, on arrive comme un peu de jeunes bêtes, sans rien savoir. Apparemment, on a déclenché une guerre nucléaire entre deux factions de la NASA. Ça, c'est l'information que j'ai eue la semaine dernière. Et donc, en fait, il y a un groupe qui soutient l'hypothèse que le formamide soit en effet le centre de la formation. Là, vous voyez pas, c'est les acides carboxyliques, les acides aminés et les acides nucléiques. D'ailleurs, il est connu que le formamide est indispensable pour former l'une des 4 bases azotates, la guanine, qu'on ne peut pas former autrement. On sait par l'émission spatiale que le formamide c'est bien très abondant dans les protoétoiles et en particulier à des régions de la galaxie, des galaxies qui sont particulièrement riches en formamide. Et d'ailleurs, non seulement le formamide était trouvé dans les simulations que je vous ai évoquées tout à l'heure, les simulations d'impact des météorites, mais il y a aussi des expériences d'impact des météorites. Il prend la soupe primordiale, il tire avec un pistolet, avec des ballettes d'acier, et à la fin, il trouve, donc c'est des chocs microscopiques mais très intenses, et il obtient les acides aminés, mais dans les intermédiaires, il y a de l'acide formique et du formamide. Donc tout ça, c'est cohérent avec nos hypothèses. Et d'ailleurs, le fait que le vent a changé, c'est le journal même qui a publié notre article, PNAS, a décidé en décembre dernier, là vous voyez pas la date, mais c'est il y a 2 mois, de chercher un feature article centré sur le formamide comme quelque chose de significance exceptionnelle. Donc, quelque part, c'est une vision nouvelle, apparemment, je découvre vraiment en live, d'explication des routes possibles dans la chimie prébiotique. Donc là, évidemment, c'est quelque chose qui nous intéresse, et donc on continue à travailler avec Franz, mon collaborateur historique, mais aussi des gens d'ici, Fabio Petrucci et François Guyot. Donc là, c'est encore une fois les réactions de dissociation association et dissociation du formamide à partir de monoxyde de carbone et ammoniac, ou de l'autre côté avec la dissociation et la réassociation en eau et acide cyanhydrique. Là, c'est vraiment la métadynamique d'une façon encore plus intelligente de celle que j'ai utilisée moi-même pour l'article original, qui donne vraiment une grande ampleur de possibilités d'exploration de l'espace des réactions. Je ne sais pas si Fabio Petrucci est dans le coin, mais on a un monsieur métadynamique ici au laboratoire depuis quelques mois. Et donc, les perspectives de ce travail, c'est d'un côté, effectivement, ça, si on a pu expliquer un peu l'expérience de Miller, ce qui nous reste, c'est quand même d'expliquer la suite, c'est-à-dire pourquoi et comment la synthèse prébiotique a pu se faire spontanément. Et en particulier, la chose qui nous intéresse, c'est la partie minérale, parce que c'est l'hypothèse polymerization on the rocks, c'est une hypothèse très forte en prébiotique, et en fait, ce qu'on envisage, ce qu'on est déjà en train de faire d'ailleurs, c'est d'étudier si
les champs électriques naturels présents à la surface de minéraux peuvent jouer un rôle et avoir joué un rôle dans les réactions prébiotiques. Alors, en fait, c'est une contribution qui est toujours négligée parce que le champ électrique en solution est écranté par la solution, par l'eau, mais il y a une fenêtre très courte, mais où le champ électrique naturel, spontané, est très intense. Et d'ailleurs, c'est une étude qu'on est en train de mener avec plusieurs personnes qui sont dans la salle. Il y a Sarah Laporte, qui est une doctorante chez nous, qui a simulé, alors malheureusement là c'est grave de ne pas voir l'échelle, qui simule une interface minérale eau, et on peut calculer le champ électrique des surfaces, et ce champ électrique, là vous voyez pas l'échelle, mais c'est de l'ordre de quelques unités de volts par angstrom, c'est-à-dire c'est 10 fois plus élevé que le champ électrique qu'on a mis nous dans nos simulations comme champ externe bulk. Donc il y a des champs très localisés avec à quelques couches de distance, mais très très intenses. Et donc ce qu'on est en train de faire, c'est de explorer la chimie prébiotique. Là vous voyez une molécule de CO dans un banc d'eau, pour voir si le champ électrique des surfaces peut aider à la formation par exemple de l'acide formique, qui est l'un des composés qu'on a trouvé avec un champ électrique externe. Donc là j'arrive à mes conclusions. Cette histoire, comme l'a dit Fred, a déclenché une véritable folie, parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvé appelé et interviewé un peu par tous ces médias. C'est très bien, ça n'arrive pas toujours dans la vie, au moins dans mon cas c'est la première fois, et je pense probablement la dernière. Mais la chose qui est quand même intéressante, c'est que si on cherche sur Google, si on tape sur Google Saïta et Miller, on trouve ça, bien sûr, mais on trouve aussi un autre type de folie. Il y a par exemple, plusieurs sites religieux qui n'ont pas aimé, et en particulier, il y en a d'autres, mais il y en a un qui s'appelle Creation Evolution Headlines, qui dit les choses suivantes. Donc Stanley Miller est comme Frankenstein, et moi, j'ai soufflé de la nouvelle vie dans les vieilles cons, si je peux me permettre. Et ça c'est grave, parce que cette expérience n'a rien à voir avec la vie. Donc c'est de la propagande pour promouvoir le matérialisme athéiste. Et donc c'est un mensonge utile qu'il faut virer. Et l'article se conclut en disant que whatever you do, help stop this scientifically vacuous, emotionally poisoned propaganda from doing any more damage to impressionable minds. Donc j'espère qu'il n'y a pas de mains impressionnables ici. C'est une époque d'habitude, je souris. Là, je préfère mettre l'image de la marche républicaine qu'on a fait il y a 2 mois à Place de la République, et arriver à mes conclusions. Donc, j'espère vous avoir convaincu que la combinaison de plusieurs approches théoriques, ab initio, métadynamique, champ électrique, etc., permet d'avoir une vision plus systématique de la réaction qu'on peut avoir en prébiotique ou ailleurs. Dans notre cas, ça nous a permis de reproduire l'expérience de Miller, et donc les premières étapes de chimie prébiotique à l'ordinateur pour la première fois. Et en particulier, on a identifié ces composés qui apparemment ont le nerf de la guerre au sein de la communauté des origines de la vie. Il y a des questions ouvertes, en particulier le rôle du champ électrique des surfaces en chimie et sur la réactivité chimique prébiotique. Et aussi, en perspective, est-ce que ce champ électrique des surfaces, s'il peut induire les réactions de Miller, est-ce que ça peut avoir des réactions intéressantes aussi en synthèse des matériaux. Donc, l'avantage de la recherche, c'est que ça donne parfois l'opportunité de travailler avec des copains d'enfance. Ça, c'est le cas pour France, avec qui on se connaît depuis presque 30 ans. Donc, c'était très sympa de vivre cette expérience avec lui. Mais je tiens aussi à remercier les gens qui m'ont aidé localement. François Guyot, qui est le super expert de géochimie expérimentale au labo et au muséum. Fabio Petrucci, qui est monsieur métadynamique, avec qui on fait beaucoup de choses après cet article. Rodolphe Villemieux, chimiste, UPMC, ONS,
qui évidemment donne beaucoup d'informations, a donné beaucoup d'informations sur la chimie, parce que, encore une fois, je suis pas chimiste. Fabio Finocchi, qui est là, avec qui on discute beaucoup des champs électriques de surface. Et les deux étudiants qui sont directement impliqués dans ces projets, Giuseppe et Sara. Et vous tous, de votre attention, de m'avoir voulu inviter ici. Merci. Bien, merci Marco pour cet exposé passionnant et très didactique. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Je lisais un compte-rendu de la mission Philae, Rosetta Philae. Et un des responsables, pour justifier le programme de recherche de molécules organiques dans cette comète, disait « On sait bien que la plupart des molécules nécessaires à la vie ne peuvent pas être obtenues sur Terre. » J'ai l'impression que ce que tu viens de nous dire met un petit bémol à cette assertion. Alors, là, c'est effectivement, moi, vraiment, non seulement je découvre un monde que je connaissais pas du tout du point de vue strictement scientifique, mais je découvre aussi un monde où c'est une communauté, cette communauté d'origine de la vie, peut-être plus que nos communautés de physiciens habituels. C'est une communauté quelque part où il y a des enjeux et stratégiques, économiques et politiques bien plus importants que ceux auxquels on est habitué. Alors là, je peux juste rapporter des choses qu'on m'a racontées il y a tout juste une semaine. Donc des gens qui ont participé à beaucoup des panels de la NASA. Effectivement, ce que j'ai compris, c'est que la NASA aujourd'hui vit un passage de pouvoir et surtout les besoins de justifier mieux aux yeux des contribuables américains le fait que ça reste quand même l'agence de recherche publique la plus riche au monde. Et donc la recherche des vies, des exoplanètes, toute la démarche vers l'astrobiologie, oui, d'accord, alors, effectivement. La question de, effectivement, le fait de, pour revenir aux molécules organiques, le fait de trouver du formamide dans les étoiles, effectivement, c'est un peu un bémol ou en contraposition a priori avec ce que je dis, parce que nous on dit que le formamide, à l'occurrence, peut se former spontanément sur Terre. Encore une fois, ce que j'ai compris, c'est que il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas une contribution unique à toutes ces molécules du vivant. Il y a la partie extraterrestre, il y a la partie ultraviolette, à la fois dans l'espace interstellaire et dans notre atmosphère. Il y a la partie, les réactions minérales ou hydrothermales qu'on a pu avoir sur Terre. Franchement, j'ai pas de réponse de ce point de vue. De mon côté, personnellement, si Philae trouve du formamide sur la comète, je suis content quand même. Je pense que c'est mieux du formamide que du formaldéhyde. Déjà, ça, pour moi. Oui, c'est juste pour aller un petit peu dans ce sens-là. Le milieu interstellaire est très particulier. Bon, il fait très froid, c'est le vide. Donc finalement, il y a des réactions chimiques qui peuvent se produire entre molécules uniques, qui ne peuvent pas se produire sur Terre parce qu'elles sont détruites très rapidement par d'autres réactions chimiques. D'autre part, il y a des problèmes avec des interfaces sur les grains interstellaires, où des molécules qui ont une probabilité très faible de se rencontrer dans l'espace vont se rencontrer parce qu'elles sont justement piégées à la surface. Et cette surface étant très froide, quelquefois des réactions effectivement chimiques peuvent avoir lieu, comme par exemple la fabrication de l'eau. Par exemple, l'eau se forme sur les grains interstellaires, non pas qu'elle soit fabriquée dans l'espace, mais simplement que les groupements O et H se voient et forment des H2O sur la surface des grains. Ça, c'est une découverte relativement récente qu'on a faite. Voilà, donc il y a une chimie interstellaire, et même sur les grains interstellaires, qui est complexe, qui est différente dans son évolution de celle qui peut avoir lieu sur Terre avec une atmosphère pesante, par exemple, parce qu'effectivement des réactions chimiques donc vont se développer et vont être détruites très rapidement par la soupe, mais ce qui ne veut pas dire non plus qu'effectivement peut-être qu'il faut des germes moléculaires particuliers qui viennent de l'espace interstellaire pour qu'ensuite s'amorce effectivement une construction plus complexe sur Terre. Justement, le fait d'avoir de la chimie des surfaces interstellaires, pour moi, ça va encore plus dans le sens de ce qu'on fait, parce que justement, le fait
ce qu'on a compris, moi je savais pas, Fabio Finocchi peut-être un peu plus que moi, mais toute surface, du fait d'être une surface, a un champ électrique très intense et très localisé. Si on est en solution, le champ est vite écranté, mais il y a quand même quelques couches où la réactivité induite par le champ peut être très forte. Si on est dans l'espace interstellaire, c'est encore mieux, quelque part. Il y a des champs électriques qui n'est pas écranté, qui peut jouer un rôle. Et donc, effectivement, encore une fois, nous on a fait plutôt un proof of concept, vraiment de reproduire l'expérience de Miller. Pour l'instant, on pensait même pas aux origines de la vie. L'expérience de Miller, c'est pas les origines de la vie. Et après, c'est tout un domaine énorme, nouveau. On essaie de l'explorer, surtout on essaie de comprendre si notre niche qui combine effet électrique, surface et métadynamique avec Fabio, notre Fabio, et c'est la voie, ça peut être une voie explorée qui est justement plutôt à l'échelle des physiciens et pas des astrobiologistes, si je peux dire. Physiciens de la matière et pas des astrobiologistes. Peut-être juste une question sur la méthode de la métadynamique. Donc tu disais à un moment, ça suppose quand même une sorte de connaissance des coordonnées de réaction. Oui. Est-ce qu'on peut se servir de la méthode pour itérer, enfin si on ne connaît pas bien ce que sont ces coordonnées de réaction, est-ce qu'on peut acquérir des informations de plus en plus précises sur elles? Historiquement, la métadynamique, justement, c'est basé sur au moins des hypothèses réalistes des coordonnées de réaction, typiquement des distances, des angles, des densités, déjà avoir une idée. Et c'est justement le cœur de ce qu'on fait maintenant avec l'autre Fabio au fond de la salle, c'est d'utiliser, c'est lui qui le fait, d'utiliser des concepts topologiques, des théories des graphes, type les mêmes qui s'appliquent à Google Rank pour trier les pages Google ou aux réseaux sociaux, de explorer d'une façon topologique beaucoup plus générale, sans rien connaître, juste avec un peu l'étape initiale et l'étape finale, et vraiment très peu d'autres ingrédients qui peuvent biaiser, qui biaisent le résultat. Donc là, c'est vraiment en cours, et j'espère que, les résultats préliminaires sont très très positifs, donc on va foncer dans cette direction. Justement, c'est plutôt la partie qui nous intéresse, c'est pas tellement les origines de la vie sur lesquelles on n'est pas compétent, mais vraiment mettre en place une méthode qui soit d'intérêt pour la chimie, mais pas que, et qui soit générale et pas biaisée par des idées qu'on peut avoir à l'avance qui peuvent être très fausses. Si j'ai bien compris, en fait, le champ électrique est la clé pour déclencher la réaction qui donne lieu à la formamide. Est-ce que tu as étudié en fait cette réaction en fonction du champ? Est-ce qu'il y a un champ critique auquel la réaction se met en place? Non. Et si cette valeur-là en fait est comparable avec la valeur que tu mesures à l'interface de solide liquide? Alors, la valeur du champ est 10 fois inférieure au champ que tu trouves en surface, sauf que c'est un champ constant externe, donc c'est, comme tu sais bien, une simulation idéalisée. C'est-à-dire, on met un champ externe sur une boîte condensée, bulk, et donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment le voir d'une façon naturelle à la surface d'un minéral. On n'a pas fait l'analyse en fonction du champ. On a vu qu'il avait un champ seuil pour déclencher quelque chose qui était plus ou moins 60% du champ qu'on a utilisé pour la majorité des calculs. L'étude de métadynamique, qui est quand même assez complexe, même la façon très bête que j'utilisais, qui n'est pas la façon très smart qu'utilise Fabio, ça a pris du temps. Donc on a fait juste champ nul et le champ propre à notre simulation. Mais là, on est vraiment en train d'explorer d'une façon systématique la phase gazeuse avec des molécules d'eau, mais toujours en phase gazeuse, la phase tout à fait condensée, champ avec son champ, avec le champ externe et avec le champ de surface. Donc on est vraiment en train justement, c'est pour ça que la méthode, la métadynamique smart unbiased, peut aider à explorer d'une façon plus efficace avec les bonnes coordonnées de réaction. Là, le problème, c'est que on risque de faire beaucoup de calculs avec une coordonnée de réaction qui est très simplifiée, qui est la projection d'un espace multidimensionnel sur une, qui est celle qu'on a choisie, qui n'est pas forcément la bonne.
Juste pour dire effectivement que, bon, on a pas mal discuté du champ électrique comme en quelque sorte une force, comme disait Michael tout à l'heure, opposée à l'entropie en quelque sorte. C'est-à-dire, là on le voit, l'effet au moins dans les faits. Est-ce que tu as une idée dans la formation d'Inforamide, tu as montré l'abassement des barrières, est-ce que tu as une idée de combien le champ électrique et l'entropie vont jouer et dans quel sens? Je suis d'accord sur l'idée que le champ électrique c'est un champ vectoriel et donc la différence entre le champ électrique et la température c'est que tous les deux apportent de l'énergie sauf que le champ électrique apporte une énergie et une direction alors que la température est aveugle et donc je suis d'accord qu'il y a un effet d'entropie. Là, comment dire, la relation quantitative entre les champs, l'entropie et la réactivité, ça, c'est tout à fait ce qu'on est en train de faire maintenant avec les bonnes variables topologiques. C'est pas encore. C'est-à-dire de comprendre quelle est la différence d'entropie, quelle est la différence d'entropie dans la barrière que vous voyez effectivement. C'est comme je dis, c'est quelque chose qu'on est en train de faire d'une façon vraiment systématique avec tous les éléments. Donc c'est en cours, mais j'ai pas encore de réponse. J'ai l'idée, mais j'ai pas une réponse affirmée. D'autres questions? Moi, j'en ai une petite là concernant en fait la comparaison entre vos calculs et l'expérience de Miller. Moi, je connais pas bien l'expérience de Miller, mais il semblait au départ quand tu l'expliquais qu'il avait cyclé. Oui. Est-ce qu'il y a un intérêt à refaire ces calculs sous champ électrique de l'évolution de la glycine, par exemple? Oui, ça coûte. Moi, j'avais la troisième boîte, celle qui contenait la glycine. Je l'avais laissé évoluer avec les champs juste pour voir si jamais la lésion peptidique s'est formée d'une façon spontanée. Non. Et d'ailleurs, bon, là aussi, c'est quelque chose. Ce que j'ai compris au cours de cette étude, c'est que l'exploration intelligente de l'espace de réaction, encore une fois via la métadynamique, est cruciale. Et quelque part, j'ai eu la chance à l'aveugle de trouver le formamide et après de mettre tous les baratins pour corroborer ça d'une façon quantitative. Mais j'ai pas eu la chance de trouver la lésion peptidique sur la glycine, donc effectivement, c'est quelque chose qu'un jour il faudra que l'on regarde. Ok. Bon, on te remercie encore. Merci à vous.